Bonsoir, bienvenue, chers membres, chers partenaires, chers invités. C'est ce soir notre grand débat économique. J'aimerais dire vraiment un rituel à la Chambre depuis tant d'années. Vous êtes plus de 500 ce soir à assister au débat, ici ou en ligne. Alors, je pense que c'est un signal fort, vraiment, de l'intérêt que nous portons à notre avenir économique. Dans un premier temps, laissez-moi bien sûr remercier nos candidats qui se joignent à nous ce soir. Alors, Madame Soraya Martinez-Ferreira d'Ensemble Montréal et Monsieur Luc Rabouin de Projet Montréal. Bienvenue, Luc. Bonsoir, Soraya. Merci également à Stéphanie Gramont, éditorialiste en chef à la presse. Merci, Stéphanie, d'avoir accepté de mener et de modérer cet important événement. Vous savez, se lancer en politique, ça demande du courage. Je salue donc votre engagement. Je ne vois pas les candidats. Où sont-ils? OK. Chaque côté. Bon, parce que vous êtes vraiment mis dans la foule. Alors, je tente de vous regarder comme ça tous les deux. Je veux vous dire que je salue vraiment votre engagement, qui témoigne d'un véritable sens du devoir, et sachez que vous avez tout mon respect. Depuis 3 mois, la Chambre est entrée dans un nouveau chapitre et dans lequel j'ai le plaisir de m'inscrire comme dirigeante. Le 3 novembre, la Ville de Montréal écrira aussi un nouveau chapitre. Chers aspirants maires et mairesses, ce soir, je vous fais la promesse que vous trouverez en la Chambre une partenaire. Cette promesse, je la fais au nom de l'institution et en mon nom personnel. Main dans la main, la Ville et le milieu des affaires peuvent relever de grands défis et saisir ensemble les occasions qui assureront le prochain essor de Montréal. Autant que possible, nous ferons équipe. Nous serons des partenaires exigeants toutefois. Mais même dans les cas de désaccord, je m'engage aujourd'hui auprès de vous deux à revenir à la table des solutions et à maintenir le dialogue, et ce, pour les 4 prochaines années. C'est mon engagement. Au fil du temps, la Chambre n'a pas seulement vu Montréal se façonner, elle a contribué à la transformer. Nous avons été un des acteurs derrière des grands projets qui ont marqué notre ville. Je pense notamment au partenariat du quartier des spectacles, qui est une vitrine internationale incroyable qui a été propulsée par Montréal Métropole culturelle. D'ailleurs, on espère que vous vous engagerez ce soir à redémarrer cette initiative de Montréal Métropole culturelle. Je pense aussi à la relance du centre-ville après la crise historique de la pandémie. Et il y a bien plus longtemps encore, on a contribué à fonder le port et même HEC. Donc, en 2 siècles, la Chambre en a vu évoluer des générations d'élus municipaux. Pour être plus exact, 43 maires et 1 mairesse. Le débat de la Chambre est donc un moment de dialogue démocratique qui est essentiel, un passage incontournable pour ceux et celles qui aspirent à diriger Montréal. Et à chaque élection, les mêmes questions se posent. Quelle ville voulons-nous bâtir ensemble? Quel levier de développement économique voulons-nous activer? On a des forces exceptionnelles. Un écosystème de recherche, d'enseignement supérieur parmi les plus dynamiques en Occident, des pôles sectoriels de calibre mondial, comme l'aérospatiale, l'intelligence artificielle, le génie, les industries créatives et les sciences de la vie. Et on a surtout un état d'esprit qui nous distingue. Une culture d'ouverture et de tolérance qui est qualifiée de cosmopolite. Et ça, elle est bien enracinée dans notre identité unique de métropole francophone d'Amérique du Nord. Mais ce soir, je vais être très claire. Montréal est à un moment charnière. La prochaine administration devra faire face à une nouvelle réalité économique. Une réalité qui est marquée par l'incertitude et la remise en question des règles,
une réalité où la paix internationale n'est plus acquise et où la transition écologique ne peut ralentir. Une réalité aussi où la cohésion sociale est fragilisée par des fractures économiques et identitaires. Dans ce contexte-là, mouvant et exigeant, vous devrez, comme maire ou prochaine mairesse, apporter des réponses qui sont claires, qui sont concrètes et qui sont ambitieuses. Au cours des derniers mois, nous, à la Chambre, on a consulté largement des experts, nos membres, et grâce à un sondage avec Léger, un large échantillon de la population active. De ces échanges, est née une feuille de route économique qui reflète à la fois les aspirations des Montréalais, les priorités du milieu des affaires et les solutions proposées par la Chambre, et elles sont nombreuses. Les résultats nous ont apparu clairs. Le climat d'affaires s'est détérioré dans l'esprit de plusieurs de nos répondants. 60% de nos membres le soulignent. 69% estiment que les démarches auprès de la Ville ne sont ni simples ni rapides. 75% affirment que leurs déplacements se sont compliqués au cours de la dernière année. Et en parallèle, le logement et l'itinérance sont devenus la priorité numéro 1, tant de nos membres que de la population active. Voilà donc la réalité dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Alors, permettez-moi, ici, une considération importante pour la Chambre et pour ses membres. Et j'ose le croire pour l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises. Alors que les élections, bien sûr, c'est un moment privilégié pour débattre de vos visions respectives pour la métropole, il faudra surtout s'intéresser, comme maire ou mairesse, aussi aux opérations de la Ville. Collectivement, nous en sommes venus à considérer comme tolérables des situations qui ne le sont pas, à accepter et à baisser les bras devant des situations qui ne sont pas tolérées dans aucune autre grande ville du monde de calibre international. Les enjeux de coordination des chantiers, l'obstruction injustifiée de la voie publique, des enjeux de propreté, des délais absurdes pour compléter des grands projets urbains, ce ne sont que des exemples. Bien entendu, la Ville de Montréal n'est pas la seule responsable de cette situation. Mais le leadership du prochain maire ou de la prochaine mairesse sera déterminant pour tourner la page sur une certaine détérioration de notre quotidien. Ce leader devra insuffler à Montréal des nouveaux standards d'efficacité, de souci de qualité et de fierté que notre ville mérite. Je le dis sans détour, votre devoir sera de simplifier. Ottawa et Québec ont déjà entamé ce mouvement, à vous d'emboîter le pas. Il faut alléger la machine bureaucratique, réduire les délais, couper la paperasse inutile. Ça veut dire quoi pour nous à la Chambre? Ça veut dire se mesurer à l'aide d'indicateurs. Ça veut dire implanter une culture d'imputabilité dans l'appareil municipal. Et ça veut dire soutenir et valoriser les fonctionnaires et les équipes qui ont déjà ce souci et cette volonté de faire bien, de faire mieux, et qui ont à cœur que la Ville avance plus vite. Il faut valoriser cet esprit chez les équipes au sein de la Ville. Il faut aussi réapprendre à réaliser de grands projets avec les plus hauts standards d'innovation et d'efficacité. On l'a toujours démontré à Montréal. On a lancé dans les années 60 une première ligne de transport électrique à 735 kV, première au monde. On a transformé l'aviation régionale. On a réinventé l'art du cirque dans le monde. On doit retrouver cette posture-là et poser des gestes qui sont marquants. C'est la condition que nous voyons pour accélérer les investissements, attirer les talents et garder la métropole que nous aimons tant compétitive.
Alors, au-delà de la simplification et de l'importance des opérations, il faut miser sur des projets transformateurs, des projets capables de changer le visage de Montréal pour une génération entière. Je pense à la modernisation du Palais des Congrès, essentiel pour le tourisme d'affaires. Vous savez, on est numéro 1 en congrès internationaux en Amérique du Nord. Je pense à la revitalisation du centre-ville, du quartier latin qui doit redevenir ce lieu emblématique de Montréal. Et je pense enfin aux grands ensembles que sont Namur Hippodrome ou Bridge Bonaventure, qui prouvent qu'en misant sur la collaboration du public avec le privé, nous pouvons bâtir des quartiers qui deviendront des modèles étudiés dans les meilleures écoles d'urbanisme au monde. Notre sondage, finalement, a aussi mis en lumière les grands atouts uniques de Montréal. Notre gastronomie, nos festivals, nos atouts culturels, artistiques et la diversité de notre ville, nos espaces verts, toujours plus nombreux, notre vie de quartier vibrante, humaine. Cette richesse, c'est une force économique et c'est aussi un moteur social. En conclusion, je dirais que notre démarche à la Chambre repose sur des principes qui sont simples. La collaboration, l'imputabilité et la fierté. Élus, entreprises, société civile, citoyens, c'est ensemble que nous mènerons l'élan de notre ville. Et la prochaine administration aura l'occasion de pivoter, de prendre des décisions qui sont courageuses et de renforcer ce climat de confiance. Et nous, bien, à la Chambre, on sera là, comme plateforme de mobilisation du milieu des affaires, avec vous, pour faire avancer Montréal, car notre thème 25-26, s'élever, avancer, parce que notre avenir est collectif. Merci. Ça sera maintenant à Stéphanie de lancer le débat, mais permettez-moi juste avant de remercier chacun des membres de notre équipe à la Chambre qui a vu à la réalisation de cet événement, de ce grand événement. Et je vous laisse donc sur cette question. Quelle ville voulons-nous bâtir? Et j'ajouterai, allons-nous voter pour nous prononcer? Mesdames et messieurs, bon débat. Luc, Soraya, s'il vous plaît, on vous attend sur scène. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à ceux qui nous regardent à distance. Merci d'être avec nous ce soir et merci à la Chambre de m'avoir confié l'animation de ce débat. C'est un grand plaisir pour moi de participer à un exercice démocratique aussi important dans le cadre d'élections municipales. Le dialogue, la capacité de débattre sereinement des grands enjeux qui nous touchent tous. Je pense que c'est vraiment un rempart contre la polarisation grandissante qu'on observe un peu partout dans le monde. La planète traverse une phase d'instabilité qu'on n'avait pas vue depuis des décennies et les grandes métropoles comme Montréal n'échappent pas à cette tourmente-là. Et donc, d'ailleurs, la présence de manifestants nous rappelle la fragilité de la paix internationale et de la persistance de crises internationales qui touchent tout le monde. Isabelle Dessureau nous a présenté les 7 priorités qui s'imposent pour le milieu des affaires et pour la population active du Grand Montréal. Elles sont inspirées d'un sondage exclusif mené par la Chambre et par Léger. Mais ce soir, le débat va se concentrer sur 4 thèmes stratégiques. De 1, le développement économique et le rayonnement international de la métropole. De 2, la mobilité et la fluidité des déplacements. Troisièmement, le développement urbain et les infrastructures. Et puis enfin, la productivité de l'administration et la gestion des finances publiques. Alors, on est bien conscient qu'il y a
beaucoup d'autres thèmes qu'on aurait pu aborder qui sont essentiels, prioritaires. On pense à la culture, au tourisme, à la crise d'itinérance, aux enjeux internationaux. Mais le temps dont on dispose ne nous permet pas de couvrir avec toute l'attention que ces thèmes-là requièrent. Mais on est heureux quand même de savoir que plusieurs organisations phares de Montréal ont tenu ou prévoient tenir un débat sur ces questions-là très essentielles. On pense au Conseil des relations internationales de Montréal, à Tourisme Montréal, à la Chambre de l'Est, à l'Institut du Nouveau Monde. Et je me permets de saluer la disponibilité des deux candidats à tous ces événements-là. Ils vont se prêter au jeu, présenter leurs idées dans le cadre de tous les débats et aussi des tables éditoriales que la presse va tenir à la mi-octobre. Alors, merci à tous les deux. Avant de débuter, je vous mets en contexte avec le protocole et le déroulement. Pour chacun de nos 4 thèmes, les candidats vont avoir 1 minute 30 pour répondre à une première question principale, question fermée à tour de rôle. Et par la suite, je vais lancer le débat avec une question ouverte et on aura 8 minutes pour se lancer dans les discussions. Je vais avoir des questions de relance pour animer les échanges entre les deux candidats. Et je vous rappelle que les règlements de la Chambre prévoyaient que tout candidat ou candidate à la mairie de Montréal qui avait récolté 10 % des intentions de vote dans le cadre d'un des sondages indépendants publiés au plus tard lors du déclenchement des élections et dont l'équipe présentait au moins 75 % des candidats dans 75 % des districts électoraux avaient reçu une invitation à participer au débat de ce soir. Donc, bienvenue à tous les deux. On peut commencer avec le premier thème, c'est-à-dire le développement économique du territoire et le rayonnement de la métropole. Donc, le thème principal, Montréal, je vous mets en contexte, comme beaucoup d'autres métropoles, a dû composer avec une série de crises au cours des dernières années. La pandémie a fragilisé les chaînes d'approvisionnement, les tensions géopolitiques se sont accentuées, ça a même remis en question l'ordre économique mondial. Et parallèlement, la transition verte, la transition énergétique exigent des transformations courageuses et les choix, les décisions que vont prendre la prochaine administration vont déterminer la capacité de la métropole à demeurer forte et prospère. Alors, ma première question, quelle est votre vision économique pour Montréal? Comment allez-vous agir pour assurer la prospérité de notre ville et pour renforcer sa compétitivité par rapport aux autres grandes métropoles à l'échelle internationale? Je vais donner la parole à Soraya Martinez-Ferrada pour débuter le débat. Merci Stéphanie, merci à tout le monde, merci Isabelle pour... J'étais très contente de t'entendre. Plusieurs choses que tu as dit, en fait, sont déjà dans notre vision et notre plateforme. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter un peu la vision que j'ai d'une métropole qui, elle, doit être plus forte, plus audacieuse. Tu as utilisé le mot ambition. Moi, je reçois un message depuis plusieurs mois maintenant que les citoyens montréalais et même beaucoup du milieu d'affaires recherchent un changement. Recherche un changement parce qu'on trouve que l'administration, dans les dernières années, est devenue inefficace, qu'elle a divisé. Et je sais à quoi vous pensez dans votre tête, au centre-ville de Montréal. Le déclin du centre-ville, le poumon économique de Montréal, qui est le poumon économique du Québec. Si le centre-ville ne va pas bien, Montréal ne va pas bien et le Québec ne va pas bien. Et moi, ce que je veux m'assurer, c'est de relancer le centre-ville avec audace, avec un statut de métropole qu'on a perdu. Elle doit rayonner et pour ça, on va s'occuper des services de base. Parce que si on veut redonner de l'ambition à Montréal, si on veut redonner sa capacité de faire des grands projets, on doit s'assurer qu'on s'occupe des services de base, la sécurité, la propreté, l'itinérance. Tant et aussi longtemps qu'on va avoir des citoyens montréalais qui dorment dans la rue, on ne pourra pas collectivement se dire qu'on a un grand avenir si on n'est pas capable de s'occuper des services de base. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'incarner le changement, parce que je sais que je peux le faire et je sais que je peux être le changement que vous recherchez. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec vous ce soir sur les différentes plateformes de notre parti. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Rabouin, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci Isabelle, la Chambre de commerce pour l'organisation. Merci Julie de nous accueillir et surtout d'avoir bâti cette magnifique tour ici. Je suis très heureux d'être ici. Comme plusieurs d'entre vous, j'aime passionnément
Montréal. Puis je sais que dans la salle, je connais plusieurs personnes, vous êtes aussi des amoureux de Montréal. Je l'aime tellement, Montréal, que j'y habite. Montréal, c'est une grande métropole culturelle, une métropole économique, une métropole de savoir et d'innovation. Montréal, c'est la locomotive économique du Québec. Je travaille avec plusieurs d'entre vous depuis 6 ans. Certains ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis le gars qui a gagné la course à la chefferie de Projet Montréal en parlant de développement économique et de gestion efficace. Donc, ça vous dit que tout est possible. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont possibles aussi. Faire mieux pour répondre à la principale préoccupation de la population montréalaise, puis aussi du milieu des affaires, c'est l'accès à un logement pour tout le monde. Pour moi, c'est mon grand projet collectif. Et ça, je pense que ça devrait être notre grand projet collectif de réaliser le plus grand chantier de l'habitation de l'histoire de Montréal pour qu'on s'assure qu'on loge tout le monde. On a traversé la pandémie ensemble. On a une communauté qui est mobilisée à Montréal, puis on va traverser la période d'incertitude, de grande incertitude actuelle auquel on doit faire face. On va la traverser aussi ensemble. Merci beaucoup. La glace est brisée. Alors, on arrive à la question ouverte. Je vous mets un peu en contexte. Le sondage de Léger a révélé que 60% des membres de la Chambre considèrent que l'environnement d'affaires s'est détérioré au cours des 4 dernières années. Il y a plus des 2/3, comme Isabelle le disait, 2/3 des membres qui affirment que les démarches auprès de la Ville ne sont ni simples ni rapide, et ça nuit à la compétitivité des entreprises, ça décourage l'investissement. La Chambre est arrivée avec une feuille de route qui propose plusieurs solutions pour rendre l'environnement d'affaires plus compétitif. Ce qu'on aimerait savoir aujourd'hui, c'est quelles réformes précisément vous allez mettre en place pour simplifier la vie des entreprises, améliorer les délais, favoriser les investissements et la réalisation de projets structurants. Monsieur Rabouin. Merci. Donc, c'est un projet. Puis, dès le début de la campagne, j'ai parlé de simplifier la ville pour simplifier la vie des gens, la vie des entrepreneurs. C'est pas une surprise là, que les gens pensent que la ville est compliquée. Les citoyens trouvent que c'est compliqué. Les entrepreneurs trouvent que c'est compliqué. Nous, les élus, on trouve que c'est compliqué. Puis, les gens qui sont dans la ville, qui veulent faire des choses positives, ils trouvent ça compliqué aussi. Donc, il faut qu'on arrive à simplifier les choses. Et qu'on se donne, Isabelle en a parlé, des indicateurs de performance, qu'on soit capable de les suivre. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec le maire de Laval là-dessus. On a mis une première norme de service en place sur les délais de permis 120 jours. Je me suis engagé à ce que les délais de tous les permis de construction soient réduits de moitié. Puis quand on se donne une cible, bien, ça marche parce que la machine doit répondre à la cible. Il faut s'en donner une, l'assouplir. Je veux mettre en place un comité conseil sur l'allègement réglementaire. Isabelle en a parlé aussi. Les autres paliers sont en train de le faire parce qu'il faut qu'on allège notre réglementation. C'est ça qui fait que c'est long et compliqué. On a une réglementation lourde et complexe. Il faut l'alléger. Puis on va se mettre un comité externe en place. Puis je pense à des personnes dessus, mais je ne voudrais pas les mettre sous la sellette ce soir. Voulez-vous réagir et puis nous dire aussi de votre côté? Je vais juste réagir sur une chose. C'est qu'on est quand même devant mon collègue, M. Rabouin, qui est maire du plateau depuis 6 ans. L'allègement des permis, il aurait pu simplement le faire, même dans son arrondissement. C'est un des pires arrondissements en termes de délai de permis. Et quand on me dit qu'on veut mieux, quand vous êtes devenu chef du parti, la première chose que vous avez dit, c'est « je veux me rapprocher du milieu des affaires ». Écoutez, moi, les 2 bras m'ont tombé, là. Vous êtes responsable du milieu économique depuis 6 ans. Donc, à quelque part, quand on dit et qu'on entend le milieu qui nous dit « ça ne va pas bien à Montréal, c'est difficile de faire des affaires à Montréal », vous êtes responsable du secteur économique, vous êtes président du comité exécutif presque 1 an et demi. D'ailleurs, vous avez signé 2 budgets de la Ville. Donc, à quelque part, je me dis, quand votre plateforme dit que je veux continuer d'avancer, moi, je veux continuer. Non, moi, je ne veux pas continuer, moi, je veux changer. De quelle façon? De quelle façon? Mais il faut s'assurer qu'on a des normes de service. Aujourd'hui, j'ai annoncé que je vais ramener les permis de plein droit à 90 jours. Il faut qu'on soit capable d'accompagner tous les promoteurs avec le milieu communautaire pour livrer justement les logements qu'on a besoin. Ce n'est pas normal que ça prenne 2 à 3 ans avoir un permis à Montréal pour construire. Alors oui, c'est difficile quand on a des projets dérogatoires, mais il faut qu'on soit capable de s'asseoir avec le milieu pour justement arriver à des projets le plus rapidement possible. Alors, on ne peut pas se donner une date
C'est difficile dans des projets dérogatoires, mais il faut se dire que la volonté de travailler avec chacun des promoteurs pour arriver à négocier rapidement, c'est pas normal que des promoteurs en fassent des projets puis refaire des plans d'architecture à chaque fois qu'on change la couleur, la brique, la hauteur. À un moment donné, il faut rendre ça simple, mais vous aviez l'occasion de prendre des décisions pendant 6 ans. J'aimerais vous entendre aussi sur le fait que Montréal, ce n'est pas qu'une addition d'arrondissement. Il y a un centre-ville qui doit être le moteur. Comment on peut redonner au centre-ville cet élan-là? Oui, le centre-ville, c'est le cœur économique et culturel du Québec. Donc, c'est vraiment important, hyper stratégique. On veut qu'il soit vivant, vibrant. Il l'est. Il l'est. J'étais dimanche sur la rue Sainte-Catherine, au Square Phillips. Il y avait plein de monde. Donc, il est vibrant. Les festivals sont là, les touristes sont de retour. Mais là, on fait face à une crise sans précédent. C'est ça qui affecte l'environnement d'affaires. Il faut qu'on se dise les vraies affaires, là. C'est le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, qui sont en situation d'extrême vulnérabilité en grand nombre au centre-ville. Ça affecte l'environnement d'affaires. Ça fait que les gens se sentent moins à l'aise d'y aller, mais surtout d'aller y travailler, puis surtout le soir. Donc, il faut qu'on soit capable de régler ça. Puis pourquoi on est dans cette situation-là? Bien, c'est parce que les paliers qui étaient responsables historiquement d'investir dans le logement social et la santé ne l'ont pas fait. Donc, nous, on se retrouve au municipal avec les conséquences de ça, puis la communauté d'affaires aussi. Il faut qu'on le prenne à bras-le-corps. Moi, c'est ça que je veux faire. Prendre le défi à bras-le-corps, puis proposer des solutions concrètes. Je vais vous en donner juste 2 parce que le temps file. La première, c'est sortir 1000 personnes de la rue, créer du logement transitoire, notamment avec des habitations modulaires. C'est ce qui se fait le plus vite, c'est sécuritaire. Les gens ne seront pas dans une tente, ils vont être dans un bâtiment sécuritaire. 1000. Et doubler le financement des organismes communautaires qui les accompagnent. Okay. Ça prend du leadership politique. Le leadership politique, dans notamment la diplomatie économique de Montréal, ça veut dire qu'on accueille des gens qui veulent investir à Montréal. Ce n'est pas normal que les investissements étrangers ont diminué à Montréal au profit de Longueuil et Laval. Moi, c'est une des raisons pourquoi je me suis lancée en politique municipale, parce que je me suis promenée à travers le pays, puis je voyais ce que les autres villes faisaient, puis je me disais, mais voyons, j'arrive à Montréal, qu'est-ce qui se passe? Montréal est devenue silencieuse, pendant que d'autres villes parlent haut et fort. Alors, il faut reprendre ce leadership en termes de dire, tous ensemble, quel est notre plan de relance? Comment on va s'accrocher aux investissements qui viennent du fédéral, du provincial, sur les enjeux, tu as dit, Isabelle, l'aérospatiale, la défense, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et on peut surtout, comme maire et mairesse que je veux être votre meilleure ambassadrice puis vous accompagner, notamment dans des missions commerciales, de s'assurer qu'on ramène ici à Montréal des investissements. Mais on a laissé aller le centre-ville. Puis, M. Rabouin, non, c'est pas vrai que le centre-ville va bien. Oui, des festivals, il y en a, puis on est content, puis on les salue. Puis ils vont demander qu'on les appuie davantage pour pérenniser leur financement, pérenniser leur survie. Mais le centre-ville ne va pas bien. Le taux d'inoccupation est élevé. Vous avez augmenté la taxe commerciale en 2024, la plus haute augmentation commerciale à Montréal. Donc, non, il y a des défis, puis il faut les prendre à bras-le-corps, puis il faut se travailler ensemble pour se donner une vraie relance du centre-ville, une vraie relance économique, puis une vraie relance industrielle. Merci. Je me demande, il y a une nouvelle règle qui entre en vigueur l'été prochain sur la location à court terme de type Airbnb. Et donc, ça va être interdit de faire de la location à court terme durant les 3 mois d'été. Or, le Grand Prix qui a été déplacé en mai et puis le championnat du monde de cyclisme qui va attirer 1,5 million de spectateurs, bien ça se tient en septembre et ça va être à l'extérieur de la fenêtre de location permise. Donc, je me demandais, est-ce que vous avez l'intention de revoir ces règles-là pour vous assurer que Montréal puisse accueillir cette clientèle-là? Si oui, comment vous allez revoir les règles? Peut-être 1 minute chacun? Rapidement, j'ai été très claire dans le débat du tourisme. D'ailleurs, je déplore que mon adversaire a un peu changé les paroles de ce que j'ai dit. Je suis tout à fait contre que des investisseurs et des compagnies commercialisent le logement sur le dos d'une crise du logement. Les citoyens qui, eux, leur résidence principale est offerte dans une colocation court terme peut aider plusieurs citoyens.
Mais cette administration est allée faire un règlement sans consulter personne, contrairement à ce que Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières ont fait. Et il faut s'arrimer à la réalité d'une ville comme Montréal qui aussi offre de la location court terme, notamment dans le cadre des événements comme la F1, comme vous l'avez dit. Moi, j'ai dit, est-ce qu'on peut l'arrimer notamment à l'industrie touristique qui, elle aussi, au mois de février-mars, ont des grands événements à Montréal. Et ce n'est pas ça que cette administration a fait. Donc ça, on l'a déjà essayé. Résidence principale, toute l'année, c'était ça la loi du gouvernement du Québec. On a mis une escouade en place pour essayer de l'appliquer. Ça ne marche pas. Il y a des subterfuges qui sont utilisés par toutes sortes de personnes qui font que les logements sont exclusivement dédiés à la location touristique. C'est ça qu'on arrête parce qu'on est dans une crise du logement. La priorité absolue en ce moment, c'est de loger les Montréalais et les Montréalaises. Le compromis qu'on a fait, c'est de permettre la location touristique court terme l'été. Les dates peuvent être flexibles, mais le principe, c'est l'été, pas à l'année longue et surtout pas l'hiver, alors que nos hôtels ont un taux d'occupation de 57 %. C'est eux qui me disent ça. Donc, moi, j'ai consulté les hôteliers, j'ai consulté aussi les citoyens et les citoyennes qui, chaque jour, se font déranger parce que les gens mettent leurs poubelles n'importe quand ils finissent leur location touristique. C'est une nuisance dans nos quartiers, la location touristique court terme. Puis on a un réseau d'hôteliers extraordinaires et ils ont de la place pour accueillir de la visite. OK, merci beaucoup. On va passer au thème numéro 2, donc la mobilité et la fluidité des déplacements. C'est des enjeux qui reviennent constamment, la gestion des chantiers, la mobilité, c'est en tête des préoccupations du milieu des affaires. On pourrait parler d'abord de la cohabitation entre les différents modes de transport. Il y a près de 60 % des répondants au sondage Léger qui perçoivent la cohabitation entre les différents modes de transport comme un problème. On a souvent l'impression qu'il y a un peu une guerre entre les différents usagers de la route selon le mode de transport qu'ils utilisent. Donc, comme question fermée, je vous demande à chacun, comment vous pensez ramener la paix sociale sur la mobilité à Montréal? Monsieur Rabouin, allez-y. Je pense on en met beaucoup sur... quand vous parlez de la paix sociale, je pense que ça exagère un peu l'attention, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux de cohabitation entre les différents modes de transport parce qu'on est une ville qui est déjà bâtie, il y a de plus en plus de voitures sur le territoire et on doit investir dans le transport collectif. D'ailleurs, la Chambre a fait des études qui démontrent le coût de la congestion et ce que ça prend pour améliorer la fluidité, la mobilité. Ce que ça prend, la solution qui est la plus efficace, c'est le transport en commun, parce que c'est ça qui permet de déplacer le plus de gens de la manière la plus rapide possible. On n'a pas les mains sur le volant, la ville. On est en demande, évidemment. On a la ligne bleue qu'on a réussi à débloquer. On veut absolument avoir le tramway de l'Est. On n'en a pas parlé encore, mais l'Est, c'est un potentiel de développement extraordinaire, mais la condition du développement, c'est le transport collectif. Il faut ça. Moi, j'ai proposé de mettre en place un réseau de bus express, parce que ça, la ville, on peut le faire nous-mêmes, aménager des voies réservées pour déplacer plus de gens, puis que les gens qui sont en bus ne soient pas pris dans le trafic. Et on doit tous se mobiliser pour s'assurer que le TGV, il passe au centre-ville de Montréal. Parfait. Je vous écoute. Écoutez, moi, je l'ai dit souvent, c'est pas normal que le cône orange est devenu le symbole de Montréal. Puis c'est pas normal non plus que tu sais à l'heure que tu pars, tu sais pas par où tu vas passer, puis tu sais pas à quelle heure tu vas arriver. Puis même Waze puis Plan sont tous mélangés, là. Et on s'entend que je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut faire mieux, puis d'autres villes dans le monde l'ont fait. Et ça s'appelle l'intelligence artificielle. On est capable, on est le hub de l'innovation en intelligence artificielle. Puis cette administration a timidement essayé de faire des choses avec Mila, mais d'autres villes sont en train de nous dépasser. Singapour, Vancouver, Toronto. Écoute, Kelowna. Y a-t-il quelqu'un qui sait où est Kelowna? Tu sais, à un moment donné, on est capable de faire beaucoup mieux. On est capable de mieux gérer. Actuellement, la congestion routière nous coûte 6,13 milliards de dollars en termes de coûts de productivité. Des heures et des heures pris dans le trafic. Vous savez combien d'artères ont été entravées dans le centre-ville de Montréal en 2024? 87 % des artères ont été entravées à un moment donné en 2024.
Je pense qu'on peut mieux planifier, puis effectivement, vous avez raison, cette administration a créé des tensions. L'aménagement du territoire appartient à tout le monde. Quand on aménage le territoire, on doit le penser pour les commerçants, on doit le penser pour les piétons, pour les cyclistes, pour les automobilistes. C'est pas normal qu'un commerce ne peut plus se faire livrer sa marchandise, qu'une personne âgée n'est plus capable de se faire livrer ses médicaments, qu'un salon funéraire doit stationner sur le trottoir pour faire arriver les corbières. C'est pas normal. Alors, je pense qu'on peut faire mieux, on doit mieux gérer, mieux planifier, parce que le site Info Travaux n'est pas un site de planification. Merci. Alors, on arrive à la portion de débat ouvert, puis je vous invite là à intervenir, c'est le temps de le faire. Je veux vous lancer sur les chantiers. Bon, on est tous exaspérés, mais on sait tous qu'il va y en avoir encore, parce que Montréal, comme beaucoup d'autres villes, est confronté à des infrastructures qui vieillissent, parce que la crise climatique exige qu'on assure une plus grande résilience pour les infrastructures. La Chambre a publié depuis 2023 une étude qui documente la fluidité des déplacements, et on voit que c'est un enjeu majeur pour la communauté des affaires. On dit que le sondage montre que les déplacements se sont détériorés au cours de la dernière année. 75% des gens le pensent. Année après année, la gestion fait couler beaucoup d'encre, et pourtant, comme vous le disiez, Montréal est une capitale de l'intelligence artificielle. Quelle solution, vous nous en avez parlé un peu, mais quelle solution on peut mettre en place concrètement là, pour mieux gérer les chantiers? Oui. On est tous affectés par les chantiers. On est tous exaspérés, vous le dites. Moi, je suis tanné, comme tout le monde, des cônes oranges. Tout le monde est tanné de ça. Pourquoi on est dans cette situation-là? On est dans cette situation-là parce qu'on doit réparer des infrastructures qui n'ont pas été entretenues pendant des décennies avant nous. Ils n'ont pas été entretenus par l'équipe d'Ensemble Montréal qui était avant nous, ni par Union Montréal qui était avant nous. Les gens ont pelleté par en avant. Puis là, on se ramasse, tout le monde le sait, là, on a une maison, on ne l'entretient pas pendant 30 ans, bien, à un moment donné, tout pète en même temps. C'est ça la situation. Donc, je pense que les gens le comprennent. Maintenant, on est exaspéré parce qu'il y a beaucoup de chantiers, puis on a le sentiment qu'ils ne sont pas bien coordonnés, puis on doit faire mieux. Moi, je reconnais ça, on doit faire mieux, on doit le traiter en priorité. J'ai proposé qu'on s'inspire de la Ville de New York pour avoir une structure centralisée avec une personne responsable, imputable, Isabelle parlait d'imputabilité, à qui on peut rendre des comptes et qui peut prendre des décisions. Ce chantier-là est en retard. Lui devait commencer après. Il ne commencera pas tant que l'autre ne sera pas fini. Ça prend ça. Ça prend aussi, moi je veux abolir les cônes oranges. J'en veux plus. Zéro. Non, pour vrai. Je veux les interdire parce qu'on a réussi, suite au sommet des chantiers, de demander la possibilité d'avoir des plus petits cônes en ville. Des gros cônes oranges sur une autoroute, c'est correct. Mais moi, je veux aller plus loin, j'en veux plus, zéro sur nos plus petites routes, et augmenter la surveillance. Donc, d'avoir des gens qui sont responsables d'un secteur, puis que c'est eux qui doivent s'assurer que tous les chantiers sont actifs dans leur secteur. Écoutez, cette administration a créé ce qu'on a appelé l'escouade mobilité, qui fait exactement ça. Ils sont supposés de surveiller les chantiers fantômes. Je suis sûre que vous en avez toutes vu des chantiers fantômes. Puis vous avez noté, vous avez appelé sûrement TVA, puis dire à Luc Poirier, Yves Poirier, voici. En tout cas, les citoyens font ça, ils en vont plein. L'escouade mobilité, qu'on l'appelle aujourd'hui Action Chantier, c'est pas parce que je change le nom du département que ça change l'efficacité du département. Fait que moi, je pense que nous devons ramener ça à une meilleure planification. On doit se faire aider. La complexité des besoins de nos rues, elle est immense. Le rapport de la vérificatrice générale sur l'entretien de nos rues est accablant. Nous n'avons pas, et cette administration n'a pas entretenu ces rues et ces trottoirs de la façon dont elle doit le faire à la base. Alors, oui, on peut bien enlever des cônes oranges, là, mais à un moment donné, si la planification n'est pas là, elle n'est pas là. Moi, ce que j'ai proposé, c'est un sommet municipal sur l'intelligence artificielle. Je suis allée à All-In, il y a plein d'entreprises montréalaises qui ont des solutions pour nous, puis attendent juste qu'on soit prêt à travailler avec eux pour intégrer la planification à l'intérieur de l'intelligence artificielle, puis de créer une réelle planification. Peut-être en faire un petit peu moins, plus efficacement, plus rapidement, puis surtout,
avec nos cols bleus, notre travail interne à la ville, puis renforcer le travail à l'intérieur de la ville parce qu'on est capable de le faire. Bon, il y a des données exclusives qui montrent que l'émission de permis pour occupation du domaine public, ça représente 20 des revenus de l'arrondissement Ville-Marie. Donc, financièrement, l'arrondissement du centre-ville n'a pas intérêt à réduire le nombre de chantiers ou la durée. Comment vous pensez résoudre cette situation-là un peu paradoxale? Est-ce que vous seriez prêt à compenser les pertes? Je ne pense pas que c'est un enjeu budgétaire. C'est vraiment pas ça qui est pris en compte. C'est la nécessité de réparer les infrastructures. Moi, j'aimerais vraiment ça, être capable de vous dire ce soir, puis de dire à la population, on va faire moins de chantiers. J'aimerais vraiment ça, parce que ma vie serait beaucoup plus simple. Il y aurait beaucoup moins de gens qui se plaindraient, puis des nuisances, puis qui seraient fâchés après nous. Mais dans la réalité, là, si on fait ça, en faire moins, mais mieux, c'est presque ça que j'ai entendu, bien, on va en faire d'autres, mais on va les faire en urgence, pas planifiés. Comme le 9 août l'année dernière, le Geyser qui a marqué un peu les esprits. L'état de nos infrastructures, on le connaît parce qu'on a documenté. On sait quand on fait des travaux, c'est parce qu'on est rendu à l'étape critique. Il faut les faire. On ne peut pas en faire moins. En tout cas, moi, ce que j'ai entendu sur le Geyser, c'est qu'il y avait eu, entre autres, quelques drapeaux qui avaient été ouverts sur l'utilisation du canal qui avait été utilisé dans le Geyser qui a explosé. Ceci étant dit, moi, je pense qu'effectivement, il faut s'assurer que la planification des chantiers, on communique mieux. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on sache à qui appartiennent les chantiers. Écoutez, je l'ai déjà dit en conférence de presse, on filme un film à Montréal, on sait à quelle date ça commence le film et à quelle date ça finit. Je pense qu'on est capable de faire la même chose avec nos travaux. Les citoyens sont d'accord sur les travaux, mais il faut mieux informer, il faut qu'ils soient aussi informés de ce qui s'en vient. On a fermé la rue McGill quelques semaines avant la plus haute saison pour nos restaurateurs. Ils n'étaient pas informés. Aucune mesure mitoyenne pour aider nos commerçants locaux. À un moment donné, on doit pas juste s'informer, on doit consulter, travailler avec l'ASDC du centre-ville, s'assurer que les travaux qu'on fait, on va mitiguer les impacts, mais pour ça, ça prend une meilleure planification. Les citoyens méritent de savoir ce qui s'en vient dans leur rue et pas se réveiller un matin avec des cônes oranges puis c'est apparu par surprise. Alors, c'est pas une question d'en faire moins, c'est de mieux le planifier, les travailler plus rapidement. C'est pas normal qu'on ait encore des chantiers fantômes à Montréal. C'est pas normal qu'on sache qu'il y a des comptes puis qu'on n'ait pas aucune idée pourquoi ils sont là. Juste mieux planifier. Bien sûr qu'il faut mieux planifier. Tout le monde va être d'accord avec ça. Puis, franchement, c'est vraiment facile quand on n'a pas la job de le faire, de dire on va mieux planifier. On a fait ça en 2017 pour gagner l'élection. On a dit on va mieux planifier. Et maintenant, on est en train de le faire. Nous, on la vit, la réalité. Et oui, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais ça prend aussi quelqu'un qui décide, qui prend des décisions puis qui est capable de gérer les situations. Pour les commerçants, en parlant de décision. Juste pour les commerçants, il faut être clair. Là. Nous, Projet Montréal, c'est nous qui avons créé le premier programme au Canada d'aide aux commerçants qui sont affectés par les chantiers. Ça n'existait pas. On l'a créé. Et on va aller encore plus loin parce qu'on les aide juste quand les chantiers sont 6 mois et plus. Là, on va les aider à partir de 2 mois si on gagne la prochaine élection. D'ailleurs, on vous avait proposé de faire ça l'année passée. Vous avez voté contre. On vous a demandé de réduire le nombre de mois pour aider les commerçants qui étaient impactés par, justement, les chantiers, et vous avez voté contre. Alors, je suis contente qu'aujourd'hui, en pleine campagne électorale, vous trouvez que c'est une bonne idée. Quand vous dites que vous prenez des décisions, moi, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a financé un garage à la STM. Moi, j'ai appris ça pendant la campagne. On a un garage pour nos autobus électriques. Les coûts ont explosé, là. On est passé de 254 millions à 584 millions. Puis en plus, on ne pourra même pas connecter les autobus électriques qui devaient être dedans parce que c'est même pas dans le programme, il n'y a pas capable de le faire. Fait que moi, quand vous me dites prendre des décisions, oui, ça, c'est une décision que vous avez prise dans le cadre des budgets de la Ville parce que c'est votre équipe qui est à la tête de la STM. Ce n'était pas une bonne décision. Alors, à quelque part, je pense que quand on prend des décisions, il faut bien les planifier, il faut s'aider, puis il faut parler au monde, puis consulter, pas juste informer. Un petit 30 secondes en terminant. 30 secondes. Règle générale, je trouve que c'est un bon exemple. Nous, on a créé le programme
de soutien aux commerçants affectés par des chantiers. Puis ensuite, Ensemble Montréal, ils nous proposent des améliorations. On a créé les programmes de piétonisation des rues estivales. Ça n'existait pas. Il n'y en a eu aucune qui a été initiée par un arrondissement d'Ensemble Montréal. Puis après, ils nous disent « Ah, c'est une bonne idée, ou vous devriez le faire comme ça. » Oui, mais il fallait que quelqu'un le parte, l'essaye, le teste, le mette en œuvre, et ensuite, on s'ajuste. Et c'est ça qu'on fait. Merci beaucoup. On arrive déjà au troisième thème, donc le développement urbain et les infrastructures. Vous savez, les infrastructures, c'est au cœur de la compétitivité d'une ville. Ça détermine la capacité d'attirer des investissements, d'accueillir des événements internationaux, d'offrir un cadre de vie de qualité aussi, évidemment. De l'avis de la Chambre, il y a 3 priorités qui s'imposent. Mettre à niveau les infrastructures existantes, faciliter le développement immobilier et accélérer les processus. Et enfin, proposer des projets structurants pour Montréal. On pense notamment au redéveloppement des secteurs Bridge-Bonaventure. Bon. En question fermée, je vous demanderai quel engagement concret vous prenez aujourd'hui pour faciliter la modernisation de nos infrastructures et accélérer la réalisation des grands projets structurants à Montréal? Il y a 2 questions dans ce que vous venez de poser. La question du développement urbain, comment on va faciliter le fait qu'on construit plus rapidement. Je pense que cette administration, par son entêtement sur le règlement mixte, le fameux 20-20-20, a fait fuir les constructions à Montréal. Puis je l'ai dit au Corim, là, Montréal est devenu un trou de bain. Tout se passe autour. Les mises en chantier au centre-ville n'ont jamais été aussi basses. On doit complètement changer la façon de faire. On doit trouver une façon d'être partenaire. On ne doit pas être avec une bâton sur la tête des promoteurs. On doit être un partenaire financier pour rapidement construire les logements dont on a besoin. Parce que oui, on a une crise du logement et on doit être partenaire non seulement sur le logement social et abordable, mais aussi sur la question de l'itinérance. Et moi, je me suis engagée à faire 2000 logements de transition parce qu'il faut s'attaquer à l'itinérance. Maintenant, sur les infrastructures, on ne pourra pas développer Montréal si on n'est pas capable d'avoir des sites avec de l'eau, d'électricité, des égouts. L'Est de Montréal est un joyau de futur développement. On peut le développer, mais on doit travailler sur des infrastructures. Et pour ça, cette ville n'a pas pensé qu'on pouvait notamment aller peut-être chercher de l'aide à la Banque d'infrastructures du Canada. Laval est en train de le faire avant nous. Et nous, on peut aller là. Maintenant, vous allez me dire, vous allez faire sur l'hippodrome? Oui, mais ça a pris des organismes communautaires et Claude Pinard, qui est dans mon équipe, qui a parti galop avec des gens du comité privé parce qu'il n'y avait pas le leadership à la ville pour développer les logements dont on avait besoin dans l'hippodrome. Alors, moi, je pense que le leadership, ça vient de la ville, ça ne peut pas juste venir du communautaire puis du privé. Et moi, c'est ça que je vais vous faire pour les prochaines années. Parfait, merci beaucoup. De votre côté? Oui, j'ai dit tantôt que moi, je voulais qu'on réalise le plus grand chantier sur l'habitation de l'histoire de Montréal parce qu'on a une crise du logement sans précédent. Et la crise du logement, là, elle va se résoudre avec les développeurs immobiliers. Moi, je parle avec eux depuis plusieurs années et ils partagent notre objectif de construire, de bâtir une ville pour tout le monde. Ils sont d'accord avec le principe. Le RMM, ils trouvaient que c'était trop compliqué, trop long pour faire une entente. Moi, ce que je propose, c'est de simplifier le RMM, de le rendre beaucoup plus souple, facile, clair pour tout le monde à l'avance, parce que l'objectif d'avoir 20 % hors marché, si on ne se donne pas les moyens de l'atteindre, ça va rester une cible qu'on n'atteindra pas. Donc, moi, je le garde, une simplification. Et ce qui m'inspire, vous parlez de Bridge-Bonaventure, il y a un premier projet qui a été annoncé il y a quelques semaines par un développeur privé, Brocolini, en partenariat avec un OBNL, bâtir son quartier, 800 logements, la moitié hors marché. Un partenariat entre un privé et un OBNL, c'est ça que je veux. On a la même chose à l'île aux voyageurs avec Mondev puis Utile. C'est ça qu'on a besoin. Développer ces partenariats-là, les encourager, puis on va l'atteindre, notre cible, d'avoir des logements pour tout le monde. Excellent. Donc, on passe à la portion ouverte du débat sur ce thème-là. Je vous mets en contexte encore une fois, les délais pour l'approbation des projets résidentiels sont dénoncés, la lenteur des mises en chantier. Les promoteurs disent que la complexité administrative et les redevances sont élevées et que les projets tardent à se réaliser.
En parallèle, l'accès au logement figure au sommet des préoccupations de la population montréalaise. 53 % des répondants au sondage de la Chambre en font leur priorité électorale. 69 % de la population active est favorable à une densification intelligente de la ville. Donc, ma question pour vous, comment on fait pour accélérer la construction de logements à Montréal? Madame Martin. Saviez-vous que Rimouski est capable de livrer des permis en dedans de 9 jours? C'est quand même incroyable. Là. Ici, on est content que ça arrive en bas de 2 ans. Là. Je veux dire, à quelque part, je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux. Puis honnêtement, quand j'ai vu le rapport de la presse qui a fait par une demande d'information, d'accès à l'information, ils ont pu regarder le nombre de jours que ça prenait en moyenne dans chacun des arrondissements. Puis étonnamment, tous les arrondissements en haut de la liste, c'est tout le projet Montréal. Bon, ceci étant dit, Montréal doit penser comme un entrepreneur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le temps, c'est de l'argent. Quand on prend du temps de donner un permis, finalement, ton logement, il va coûter plus cher. On doit être capable de construire moins cher pour qu'au bout de la ligne, les gens qui vont louer ou acheter peuvent l'acheter à un prix abordable. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, il faut changer complètement la façon dont on fait affaire avec les organismes communautaires puis les organismes privés. On doit être un partenaire financier. Montréal a de l'équité. Ça s'appelle l'équité foncière. Puis, on a des villes qui ont fait ça. Et on peut, nous, arriver avec un fonds et être un vrai partenaire financier, fonds de terrain, congé de taxes, incitatifs financiers, pour que la carotte soit intéressante, pour que le privé s'associe à la Ville de Montréal pour atteindre notre 20 % de logement abordable et social. Et moi, je pense que c'est complètement une nouvelle façon et un paradigme différent de comment la Ville peut entreprendre des projets d'habitation à Montréal. Comment on fait pour accélérer, M. Rabouin, la construction de logements? Oui. La première chose qu'il fallait faire, c'est se donner une vision puis un plan d'urbanisme qui incluait la densification intelligente, comme vous le dites. On l'a adopté en juin. Ça ouvre le jeu. Maintenant, il y a plus de densité de plein droit. Ça va aller plus vite à cause de ça. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on se mette dans une optique d'approche client, d'accompagnement. La crise du logement, on va la régler avec les développeurs. La Ville, ce n'est pas un développeur immobilier, là, la Ville. Sa job, c'est d'accompagner. Puis on en a des bons développeurs à Montréal. Il faut leur faciliter la vie pour développer des bons projets. Et ça, on va le faire. Je me suis engagé là-dessus. C'est moi qui ai développé la norme du 120 jours. On n'en avait pas de norme à la Ville. Il y en a une. Maintenant, on va avoir une norme pour tous les types de projets qui va être 50 % de moins qu'avant. Donc, c'est le principal. L'autre chose que je veux dire, parce que faut que je le dise, si la Ville a des terrains, comment ça se fait que la Ville a des terrains maintenant? C'est parce que Projet Montréal, on a décidé de mettre 560 millions dans notre plan de développement sur 10 ans pour acquérir des terrains, justement pour être capable de les dédier après pour construire du logement social et abordable. Ensemble Montréal, avant, on n'achetait pas. Ils n'achetaient pas ça, eux autres, des terrains. On n'en avait pas. Là, on en a, puis là, on peut les utiliser comme levier, puis développer du logement social et abordable. Ça va accélérer les choses aussi. Bon. La fameuse règle 20-20-20, là, tous les deux, vous dites, on abolit ça. Non, lui, il la change. Pas la même chose. Mais on change la couverture, mais c'est la même affaire. T'sais, on passe de 100 à 200 unités, mais je veux dire, au bout du compte, là, on est quand même dans une même logique de mettre le poids sur le privé plutôt que d'être un vrai partenaire de développement. Moi, j'ai aboli le 20-20-20 parce que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et moi, faire ce que je fais, c'est que moi, je prends l'équité foncière de la Ville, utile, interloge. Il y a plein d'organismes communautaires qui sont en train de le faire parce qu'on a une équité foncière qu'on peut aujourd'hui utiliser pour pouvoir justement lever le financement qu'on a besoin pour être autosuffisant. On doit être capable de construire plus rapidement avec le privé, avec le communautaire pour arriver à notre objectif de 20 %. Mais si on continue d'attendre après Québec puis Ottawa, on n'y arrivera pas. Bien sûr qu'on va vouloir qu'ils viennent nous aider, surtout en itinérance. Mais on doit être nous-mêmes, avoir une façon différente de voir le financement des projets qu'on a ici à Montréal. Comment on retape ça? Oui, mais il faut comprendre comment ça se fait que nous, on prend tout le poids de la responsabilité de régler la crise du logement. Qui, historiquement, ça aurait pris des investissements massifs du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. C'est pour ça, là, on arrive, nous, à essayer de patcher, régler, devenir autosuffisant la Ville, plus avoir besoin des programmes gouvernementaux. Madame Martinez-Ferrada, là, elle était au gouvernement fédéral. Le gouvernement qui a le plus de moyens pour agir.
qui aurait pu agir sur la crise du logement. Elle a été secrétaire parlementaire du logement. Puis les investissements, on ne les a pas eus. C'est pour ça qu'on se débrouille avec les moyens qu'on a, puis qu'on essaie de trouver des façons d'être le plus innovateur possible. Mais on ne va pas régler la crise du logement tout seul, la Ville. Et sur la capacité d'utiliser nos terrains comme levier pour emprunter, la Ville ne peut pas emprunter plus, là. Le ratio de la dette, on est déjà au maximum, là. On ne peut pas dire « je vais utiliser mes terrains pour emprunter plus », là. Ça ne marche pas, ça. Mais cette relation-là de Montréal face à Québec, de Montréal face à Ottawa, ça n'a pas toujours été optimal. Comment vous pensez être capable de remettre la métropole qui est Montréal au cœur des priorités de deux autres paliers de gouvernement? Mais pour arriver à avoir une relation avec Québec et Ottawa, il faut quand même qu'on arrive avec une façon d'avoir un leadership différent. Il faut qu'on soit capable de démontrer à Québec et à Ottawa, voici comment moi je vous propose qu'on fonctionne. Puis je trouve ça quand même assez... je vous invite, parce que je ne vais pas vous donner le chiffre, je vous invite à aller voir sur le site de la SHQ, site de la Société d'habitation du Québec, je vous invite à aller voir le nombre d'argent de financement qui est venu à Montréal pour le logement et l'itinérance. Et 8 $ sur 10, c'est Ottawa qui a envoyé l'argent. Alors, je réfute complètement ce que vous venez de dire, parce qu'avec ce que vous venez de dire, il va être bien difficile d'aller voir Ottawa et de dire « Oh, finalement, vous n'allez pas donner d'argent. » Hey, on a donné de l'argent, là. Le dernier 50 millions qu'on a annoncé à Montréal, c'est moi qui est allé l'annoncer, puis 50 % de cet argent-là est venu sur l'itinérance à Montréal. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Maintenant, moi, je pense qu'il faut avoir une position où nous, on est responsables, on pense à des choses, on se prépare à travailler en collaboration dans une gouvernance collaborative avec les arrondissements, l'agglomération, le privé, les organismes communautaires, puis après, on va voir Québec puis fédéral, voici notre plan. Moi, j'ai un plan sur l'habitation. Prévention, services d'urgence, refuge, logement de transition, logement abordable et social, et oui, aussi, l'accès à la propriété. Sous cette administration, on a perdu plus de 300 000 personnes à Montréal. Ils sont partis. L'exode des familles à Montréal dans les dernières années est épouvantable. Et ça, là, c'est un risque. Vous voyez ce qui arrive à Québec, là? On est en train de perdre de notre poids politique parce qu'on perd notre monde. Puis ça, il faut arrêter ça. On ne perd pas le poids politique parce qu'on perd notre monde. On perd le poids politique parce que le gouvernement a changé le critère. Ce n'est plus la population qui compte, c'est le nombre d'électeurs. Et à Montréal, on a des personnes qui n'ont pas le droit de vote. Ils ne comptent pas dans les statistiques du gouvernement. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une baisse de population. Sur le mode de relation avec le gouvernement du Québec, moi, j'ai toujours travaillé en mode collaboration, et avec le milieu des affaires, et avec les développeurs immobiliers, et avec n'importe quelle organisation. Et je vous donne un exemple. On a débloqué un grand projet de requalification patrimoniale sur la rue Saint-Denis, l'ancien Institut des sourds de Montréal, à côté de la station de métro. On a adopté hier soir en conseil d'arrondissement un projet de 880 logements qui va permettre à un développeur privé de développer 880 logements, d'avoir du logement social et abordable et de rénover le patrimoine pour sauver le bâtiment. Puis ça, c'est parce que j'ai fait une entente avec la ministre de l'Habitation et le ministre des Infrastructures. Donc, je suis capable de travailler en collaboration et de développer des bonnes relations avec les partenaires gouvernementaux. On en a absolument besoin pour faire face aux défis. Ils sont beaucoup trop gros pour qu'on pense que la Ville, on va résoudre seul les problèmes. Merci. On passe au 4e thème, donc la productivité de l'administration et la gestion des finances publiques. C'est des questions qui reviennent constamment dans les préoccupations de la communauté des affaires et des citoyens. La dette de la Ville de Montréal est aujourd'hui très élevée. La fiscalité, particulièrement pour les commerces et les propriétaires non résidentiels, figure parmi les plus lourdes au pays. La majorité des répondants au sondage léger considèrent que le niveau de taxation municipale est trop élevé. Donc, question fermée. Comment comptez-vous améliorer la productivité de l'administration municipale et alléger la réglementation? Monsieur Rabouin, je vous laisse vous mouiller. Donc, sur la performance, moi, dans ma course à la chefferie, à Projet Montréal, j'ai parlé de performance, d'efficacité organisationnelle, de gestion rigoureuse des ressources. Donc, c'est quelque chose que je mets de l'avant, que je veux travailler. On doit se donner des indicateurs, on doit les suivre, puis on doit les mettre en œuvre. Il faut alléger la réglementation. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre en place un comité externe qui va nous aider à aller plus vite. Sur les taxes, j'ai déjà annoncé
2 à 3 pendant 4 ans, pas besoin de se poser la question. Ça, c'est le taux fixe. Et Mme Martinez-Ferrada, elle propose le taux variable, c'est-à-dire ça va être selon l'inflation. Et dans un contexte d'incertitude, quand on renouvelle notre hypothèque, là, on réfléchit à ça, dans un contexte d'incertitude, bien, on peut prendre le taux variable ou le taux fixe. Moi, je propose le taux fixe. Je me suis déjà engagé à ce qu'on n'ait pas plus d'employés à la Ville de Montréal. C'est ça le cadre. On a 28 000 employés, on n'en aura pas plus dans 4 ans. Donc, il faut être plus efficace, plus performant. C'est un engagement que j'ai là-dessus. Et sur la gestion financière, dernier point, en 2022, on a eu à la Ville de Montréal, sous Projet Montréal, une amélioration de notre code de crédit. Donc, la gestion des finances publiques, les grandes agences de notation internationales, ce n'est pas Projet Montréal là, qui dit ça, ont amélioré notre code de crédit. Elle est maintenant meilleure que le gouvernement du Québec. Et il y a une semaine ou deux, on a eu le renouvellement de cette excellente cote-là. Donc, la situation financière de Montréal, on a des défis, mais nous, on n'a jamais fait de déficit à Montréal. Parfait, bien merci. De votre côté, comment vous pensez améliorer la productivité et puis alléger la réglementation? Bien, moi, je pense que Montréal a besoin qu'on lui redonne du rythme, du souffle. On a besoin d'une administration qui va agir, qui va livrer, qui va simplifier. Le Projet Montréal laisse derrière lui des finances lamentables. Vous savez, le budget est passé de 5,2 milliards à 7,3 milliards, 40 d'augmentation. Si on prend les salaires puis les charges prédépensées, bien, la marge de manœuvre là, est inférieure à 10 %. Donc, ah oui, puis on rajoute à ça les déficits anticipés, parce qu'on a quand même des déficits anticipés. Sur 3 ans, puis si on y va sur 4 ans, on pourrait facilement arriver jusqu'à 1,5 milliard. Montréal n'a plus le droit à l'erreur. On ne peut plus se tromper, là. Pendant 8 ans, le Projet Montréal a gonflé l'appareil municipal. On est passé de 25 000 à 28 000 effectifs, dont une large partie, ce n'est pas des services directs aux citoyens. Donc, il faut avoir le courage de réduire nos dépenses. On doit avoir le courage de se donner la marge de manœuvre si on veut faire des projets importants, si on veut se redonner l'ambition pour travailler ici et faire des grands projets, on doit dégager. Moi, je me suis engagée à couper 1000 postes. Je me suis engagée à trouver et à demander, quand le cadre financier est sorti, que la Ville gèle toute nouvelle dépense. Parce qu'on doit se dégager cette marge de manœuvre si on veut régler les problèmes de logement, de sécurité, de propreté, d'itinérance. Puis actuellement, la marge de manœuvre n'est pas grande. Il faut qu'on ait une résilience aux chocs qui peuvent s'en venir parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Merci beaucoup. Est-ce que je peux aller là-dessus? Bien, on va vous relancer, mais vous allez avoir l'occasion dans la partie débat ouvert. Soyez sans crainte parce que ça va être encore au cœur des échanges. On sait qu'il y a eu une multiplication des structures, des bureaux spéciaux, des postes de commissaires, etc. Ça crée un système qui est coûteux, fragmenté. Dans ce contexte-là, il y a plusieurs personnes qui se demandent comment Montréal va revoir ses priorités budgétaires, rationaliser peut-être son appareil administratif. Et donc, là, la question sur laquelle je voudrais vous lancer, c'est concrètement, là, aujourd'hui, à quoi vous vous engagez pour réduire les structures et dégager une marge de manœuvre pour faire des projets, pour innover? Avez-vous des exemples concrets? Oui. Je vais vous donner un exemple concret parce que moi, j'ai préparé le dernier budget de la Ville. J'en ai préparé un, pas deux. Donc, j'ai préparé le dernier budget de la Ville. Et donc, s'il y a quelqu'un qui connaît bien la situation financière de la Ville, je fais partie de ces personnes-là. On avait le défi budgétaire. Il n'y a pas de déficit anticipé à la Ville. Il y a un défi budgétaire depuis 20 ans, au moins 20 ans. Moi, j'ai regardé dans les 20 dernières années, là, à chaque année, il y a un défi budgétaire entre 300 et 500 millions. Quand Mme Martinez-Ferrada était une élue municipale sous Union Montréal, on était dans les 400 millions. C'était le défi budgétaire. Ça veut dire qu'il faut faire les arbitrages. Moi, quand j'ai pris le budget, j'avais 300 millions comme défi budgétaire. Il faut prendre des décisions. C'est ça notre job quand on est responsable du budget.
Et j'en ai pris des décisions, puis j'ai même rajouté 33 millions en habitation parce que c'était la priorité. On a eu un budget équilibré. On n'a jamais fait de déficit à Montréal. Quand on parle de finances lamentables, d'augmentation fulgurante du nombre de fonctionnaires d'une membre du gouvernement fédéral, je trouve qu'il y a quelque chose là à réfléchir là-dessus. Nos augmentations à Montréal sont beaucoup plus faibles que les augmentations qu'il y a eu au gouvernement fédéral. Et nous, on n'a jamais fait de déficit. On n'en fait pas. Sur l'optimisation, c'est un peu ça le sens de votre question, on a débuté un exercice systématique de révision de toutes les activités et programmes de la Ville. C'est comme ça qu'on arrive à faire des économies et à boucler nos budgets. Puis on va continuer à être plus efficace, performant. Il n'y aura pas plus d'employés. Donc, on n'aura pas le choix de prendre ces décisions-là puis d'obliger l'appareil à s'optimiser. Quand j'étais à la Ville de Montréal, il y avait 2 directeurs généraux adjoints du directeur général. C'est à la même ville, là. Il y avait plus de monde, d'ailleurs. 19 arrondissements, même affaire. Aujourd'hui, il y en a 5. Il y a 5 DG à la Ville. Le directeur du service de police, aujourd'hui, là, le SPVM, il ne relève même pas du directeur du DG, il relève du directeur général adjoint. Il faut avoir le courage de regarder l'organigramme de la Ville, puis je vous invite à aller le voir, puis je vous invite à aller voir celui d'il y a à peu près 10 ans. Ça fait peur. Il faut aplatir la structure administrative. Le nombre de personnes à qui j'ai parlé qui m'ont dit hey, « moi, je suis allée dans une réunion, là, il n'y avait pas juste 2 personnes, écoute, c'était 20. » Puis je vous garantis que vous avez eu ces mêmes rencontres-là. Donc, on est passé d'une structure très agile et rapide de décision où on pouvait décider des choses à une bureaucratie qui s'est ankylosée. Fait qu'il faut avoir le courage de dire il faut l'aplatir, il faut être plus agile dans les prises de décision, puis c'est exactement ce que nous, on va faire. J'ai demandé à Claude de venir se joindre à moi, à mon équipe. Claude Pinard, qui va être mon futur président du comité exécutif, c'est l'une des premières décisions qu'on a prises, de réduire l'appareil municipal, de réduire les paliers de décision pour nous donner l'agilité qu'on a besoin d'avoir pour prendre des décisions. Une administration qui a centralisé des décisions énormément, en enlevant beaucoup de pouvoirs aux arrondissements. Si on veut aller plus vite, plus efficacement, on doit redonner des pouvoirs aux arrondissements, s'appuyer sur nos cols bleus locales. Ils ont embauché plus de presque 30 % de cadres et professionnels, 2 % de cols bleus. Service direct aux citoyens. Il faut qu'on rééquilibre puis qu'on redonne aux citoyens le pouvoir d'avoir des services dédiés, des services efficaces, surtout quand les taxes ont augmenté de plus de 38 % à la Ville dans les dernières années. J'aimerais savoir, là, dans 4 ans, ça va ressembler à quoi l'administration municipale? Est-ce qu'il va y avoir des mécanismes d'évaluation, des tableaux de bord, des indicateurs de productivité? Ça va être quoi dans 4 ans, l'administration publique? Oui, moi, je suis à fond là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai eu plusieurs échanges avec Stéphane Boyer, maire de Laval, et on en a eu avec d'autres acteurs qui sont ici dans la salle sur gestion performante. Là, on doit être dans un mode de gestion efficace, performante et rigoureuse des finances publiques parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre puis parce que les gens n'ont pas de marge de manœuvre. Les entreprises ne peuvent pas payer plus de taxes, les citoyens ne peuvent pas payer plus de taxes, on le sait. Donc, on doit faire avec ce qu'on a de manière la plus efficace possible. Pour que ça marche, il faut qu'on se donne des indicateurs sur les éléments les plus importants puis qu'on soit capable de les suivre. Puis moi, sur toute la question de la construction résidentielle, je veux avoir pas juste un tableau de bord, je veux un tableau de bord public. Donc la pression, elle va venir aussi du public sur les délais de permis, là, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. On le met public, puis là, les équipes, là, puis les maires d'arrondissement, puis les élus, ils vont s'arranger pour qu'on atteigne les résultats. Justement, il y avait quelque chose de très simple à faire qu'il aurait pu faire comme maire du plateau. Il aurait pu rendre les comités consultatifs publics. Saint-Laurent le fait. Quand on veut être imputable face aux citoyens, on doit être transparent et bien communiquer. C'est un exemple. Si on veut que les choses aillent plus vite, bien, il faut être imputable, il faut que les citoyens voient ce qu'on fait. Moi, ce que j'ai proposé, c'est une table des maires. Une table de tous les maires, indépendamment de qui va être élu. Je veux une table des maires associée au comité exécutif. Parce qu'on doit prendre des décisions qui vont être exécutées aussi par les arrondissements directement aux citoyens. Puis s'assurer que tous les arrondissements
ont la capacité de rendre des services. Le budget de la Ville-Centre a augmenté de façon plus importante que les budgets d'arrondissement. C'est pas normal. Donc, on doit revoir la façon dont la Ville est gouvernée, la façon dont on gouverne par rapport aux arrondissements pour s'assurer que les citoyens y ont le même service, la même qualité, avec les mêmes capacités de livrer ce que les citoyens ont besoin. Puis moi, je pense que c'est, pour moi, de dire qu'il s'en va voir Stéphane Boyer pour savoir comment gérer une ville, excusez-le, moi, j'ai pas compris ce bout-là. Avez-vous une réplique? Bien, écoute, c'est parce qu'on peut s'inspirer les uns des autres. Moi, là, je n'ai pas la prétention que je sais tout puis que je vais tout inventer. Quand je vois des choses qui m'intéressent puis que quelqu'un d'autre a fait, je l'appelle puis je dis « Comment tu as fait pour faire ça? » C'est comme juste avoir un peu d'humilité puis de respect pour les gens qui mettent des bonnes choses en place à Montréal. Les modulaires, là, ça s'est développé à Gatineau, à Québec. Bon, on regarde comment ils font, eux autres, puis peut-être que nous autres, on serait capables aussi. Donc, c'est s'inspirer des bonnes pratiques des uns des autres. Puis moi, je ne suis pas mieux que les autres. Puis là-dessus, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est pour ça que j'ai décidé de me présenter, parce que j'ai vu tout ce qui se faisait ailleurs. Je suis vraiment inspirée, puis j'ai hâte d'amener ça à Montréal. Super. Bon. Alors... Oui, parce que les modulaires, là, en Halifax, ça fait déjà 4 ans qu'ils les ont. Mais vous n'étiez pas contre les modulaires? Non, pas du tout. Moi, je veux des modulaires. Je pense que même les citoyens montréalais dans la rue, si vous allez les voir, je vais aller les voir, eux, des modulaires qui sont en fait des roulottes de chantier, là, on va s'entendre, là. C'est pas traiter des gens dignement. Alors oui, c'est une question d'urgence, on veut un band-aid, puis ça va, mais je pense qu'on peut faire mieux. Puis allez voir à Halifax, là, c'est des tiny homes, c'est des maisons petites qui respectent la dignité des gens. Et moi, c'est ça que je veux travailler. Je ne vais pas me contenter d'un band-aid. Je pense qu'on peut avoir de l'ambition, même pour les citoyens qui sont dans la rue, puis pas leur donner n'importe quoi. Je vous invite vraiment à aller visiter à quoi ça ressemble, les modulaires. Oui, je les ai vus, les modulaires. Parce que c'est pas des tentes roulottes, là. C'est des bâtiments qui logeaient les travailleurs qui étaient à la romaine, là. C'est des vrais bâtiments avec des chambres dedans, des espaces communs. Et c'est la façon la plus rapide de sortir des gens qui sont dans une tente. Fait que moi, je veux bien avoir des logements permanents, de plus grande qualité. On veut tous ça. Mais entre le logement et être dans une tente, je veux offrir de la sécurité immédiate aux gens qui en ont besoin. C'est nécessaire de faire ça le plus vite possible. Mais disons que c'était pas rapide. Hein? Ça fait quand même 3 ans que vous avez eu l'argent pour les faire. Fait qu'on, la rapidité, là, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus vite. Ah, nous, on va en faire 500 dans les prochaines années. Oui, je me suis engagée pour avoir 2000 logements de transition. Je pense qu'on peut avoir de l'ambition. Puis, comment vous allez faire ça? Ah, mais je l'ai dit clairement. Prenez où l'argent? 10 millions pour que le privé m'aide à faire des logements de transition. 10 millions? Les privés vont matcher, vont apparier le 10 millions. J'ai triplé le budget de l'itinérance parce que vous avez dans votre budget encore en 2025 9,7 millions pour l'itinérance. Je l'amène à 30. Ça, c'est pour les organismes, ça ne donne pas des logements. Exactement. Comment vous allez faire vos 2000 unités de logement? Exactement. Vous avez acheté 89 terrains, bâtiments, dont une maison sur la rue Lacadie que j'ai été visiter depuis 3 ans, qui auraient pu très facilement être des maisons de chambre. Quand on parle de rapidité, si on achète un terrain, si on achète un bâtiment, on l'achète pour sortir des gens de la rue, puis on se dépêche, parce que c'est ça l'enjeu en ce moment. Montréal ne pourra pas se propulser vers l'avant si on a encore des citoyens qui dorment dans la rue, puis vous avez beaucoup acheté de terrains et de bâtiments, puis la moitié de ces projets-là, il n'y en a pas de projet, en fait. On attend toujours sur des projets, sur des bâtiments que vous avez achetés. Donc, 10 millions, un fonds de 10 millions, matché, disons, par le privé, ça fait 20. 1000 logements, c'est 100 millions. Il en manque 80 pour faire 100, mais pour faire 1000. Mais là, c'est 2000. Je ne sais pas d'où vient le montant. Moi, je peux vous le dire d'où vient le montant. Il vient du montant qu'on a prévu pour acheter des terrains. On va construire avec cet argent-là. C'est ça la différence. C'est que moi, je propose des solutions concrètes, puis je sais qu'elles sont réalisables parce que je suis dans la ville. Je sais comment ça marche, la ville. Puis je sais comment changer les choses, puis faire les choses arriver. Bon, alors, écoutez, je vous remercie. On pourrait continuer longtemps sur le sujet, mais on arrive à la fin du débat. Et avant de clore, il nous reste une dernière question. Le sondage léger de la Chambre a mis en évidence 5 caractéristiques distinctives de Montréal, des caractéristiques qui nourrissent le sentiment d'appartenance. Et je vous les énumère. La scène gastronomique et nos événements, la diversité culturelle et l'ouverture au monde, notre richesse historique et patrimoniale, notre vie de quartier vibrante, humaine,
et l'ambiance chaleureuse et la qualité de vie. Donc, en terminant, j'aimerais qu'on parle de vos aspirations plus larges. Si on se permettait de rêver un peu pour Montréal, si on se projetait dans 4 ans, ça serait quoi votre plus grand legs? Qu'est-ce qui aurait fait votre marque distinctive? Monsieur Rabouin, allez-y, je vous donne 2 minutes et demie. 2 minutes et demie, OK. Je suis généreuse. Merci. En fait, les caractéristiques que vous avez nommées, qui sont nommées dans le sondage, représentent bien c'est quoi Montréal. Je pense que tout le monde, on reconnaît notre ville. La gastronomie, ça fait notre réputation à l'international, mais c'est aussi qu'on apprécie les Montréalais. Les Montréalais apprécient la gastronomie. La diversité culturelle, c'est une de nos plus grandes richesses à Montréal, puis on va continuer de le défendre. Puis je suis sûr que là-dessus, on est d'accord. Nous, on est favorable à la diversité culturelle. On est une ville qui est ouverte sur le monde, accueillante. On veut avoir des étudiants étrangers qui viennent étudier à Montréal, qui font de la recherche ici, qui s'installent ensuite à Montréal, puis qui développent des entreprises. La semaine dernière, j'étais dans Hochelaga Maisonneuve. Une étudiante immigrante qui a fait ses études de droit à McGill est devenue une entrepreneure. Elle a une entreprise qui est en pleine croissance. Donc, ça contribue au développement économique de Montréal. Donc, nous, nos portes sont ouvertes. Évidemment, c'est un message un peu contradictoire avec les discours gouvernementaux actuels qui sont moins ouverts, mais nous, à Montréal, je pense qu'on défend tout ça, puis le milieu des affaires aussi. Une des grandes richesses qu'on a à Montréal, c'est la grande qualité de vie dans les quartiers. Ça, c'est fondamental. Et on a toujours misé, Projet Montréal, ça a été un des éléments sur lesquels on a mis beaucoup d'énergie, d'assurer des milieux de vie de qualité, l'accès à la culture localement, gratuitement, l'accès à des espaces verts, à des options de mobilité, l'accès à un logement abordable. C'est important. Il faut aussi mettre de l'énergie sur Montréal métropole culturelle, Montréal métropole internationale. Et ça, cet équilibre-là, il faut qu'on l'ait, puis moi, je vais l'avoir. Quand Mme Martinez-Ferrada disait au début que je voulais me rapprocher du milieu économique, c'est pas ça la question. La question, c'est que le maire de Montréal doit être plus proche du milieu économique. C'est ça que moi, je veux dire. Et comme prochain maire de Montréal, je m'engage à travailler et à collaborer, comme je l'ai fait dans les dernières années à titre de responsable de développement économique, mais à accorder une plus grande importance au développement économique dans mes priorités, parce que je le comprends, le contexte actuel d'incertitude et de menaces qui planent sur nous. Puis il faut qu'on soit tous mobilisés. Ce n'est pas juste la ville. La richesse qu'on a aussi à Montréal, c'est la grande mobilisation des acteurs. On a passé la pandémie ensemble parce que les gens étaient mobilisés. Mon legs, loger tout le monde à Montréal. Moi, c'est ça mon rêve, c'est ça mon projet. M'assurer qu'à Montréal, on peut loger tout le monde. Merci beaucoup pour votre mot de la fin. Madame, je vous pose la même question. Oui. Votre legs, votre Moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Pourquoi je me suis lancée? Parce que moi, j'étais députée dans Hochelaga, j'étais ministre, j'ai vu voyager beaucoup, j'ai vu ce qui se passait ailleurs. Puis à chaque fois que je revenais ici, je me disais, Montréal peut faire tellement mieux. On a été à un certain moment la ville la plus innovante et créative. Les gens venaient voir à Montréal ce qui se passait. Ce qu'on a créé au niveau du quartier des spectacles, ce qu'on a créé avec la culture à Montréal, j'étais dans les premières loges du secrétariat de la métropole culturelle. C'est une des premières annonces que j'ai faites, c'est de reprendre justement, puis de remettre la version numéro 2 du secrétariat, inclure des gens comme Tourisme Montréal, comme la Chambre, pour justement se redonner une vision d'avenir par rapport à la culture, puis à cette ville qui est une ville incroyable. Mais moi, je pense que Montréal, puis je le répète, là, moi, je pense que Montréal n'a pas le droit à l'erreur. Nos marges de manœuvre ne sont pas grandes. Puis on doit, et je l'espère, arriver à trouver des solutions à des projets que... Écoutez, je ne sais pas si vous étiez là quand on a exproprié des gens sur la rue Notre-Dame, là. Mais moi, j'aimerais ça qu'on puisse remettre en place un bureau de projet pour la rue Notre-Dame. J'aimerais ça finalement, je puisse, moi, inaugurer le transport structurant de l'Est. J'étais au secondaire quand on a parlé de la ligne bleue. Ça fait longtemps. J'aimerais ça donner à Montréal cette agilité, de lui donner la capacité d'avoir de l'ambition. Mais on ne pourra pas faire ça si on ne règle pas nos problèmes de sécurité, de propreté, si on a des citoyens montréalais qui dorment justement sur le bord de la Notre-Dame. On doit collectivement porter ces enjeux ensemble, différemment, avec une autre
paradigme que non, c'est pas Québec et le fédéral. Oui, ils peuvent aider, mais nous, on fait quoi? Nous, on se dote d'un leadership montréalais pour adresser les questions qu'on a. Et moi, j'espère que je vais être la mairesse que vous allez dire dans 4 ans. On l'appelait, elle était là. Présente. Que l'hôtel de ville était là pour soutenir le milieu des affaires, soutenir le milieu communautaire, régler les problèmes d'itinérance, être une mairesse au service de ses citoyens et régler les problèmes qu'on traîne depuis des années à Montréal, puis réussir là où ça fait des années qu'on tente de réaliser. Merci beaucoup pour votre mot de la fin également. Alors, c'est sur cette note d'avenir que se termine notre débat de ce soir. Je remercie la Chambre pour l'organisation de la soirée et les candidats de s'être prêtés à l'exercice. Je suis convaincue que vos échanges... Ben oui. Je suis convaincue que vos échanges ont permis aux citoyens de mieux connaître vos idées et j'ose croire que ça va les aider à faire un choix plus éclairé pour les élections qui auront lieu dans 1 mois, jour pour jour. D'ici là, je vous encourage à suivre la campagne. Je suis certaine qu'il va y avoir beaucoup d'autres surprises d'ici là et surtout, je vous encourage à aller voter le 2 novembre prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.